Allier glisse et culture. Oui, c'est possible. À Briançon, par exemple, plusieurs monuments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au carrefour de 5 vallées et à 14 km de l'Italie, Briançon, un haut lieu de l'architecture militaire. Entre 1713 et 1734, 15 forts vont être érigés par Vauban autour de Briançon. Briançon possède le système fortifié le plus important d'Europe. Aussi de défendre l'une des frontières stratégiques du Royaume de France. Le fort des Trois Têtes, un site militaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le village olympique sera installé dans le fort des Têtes à Briançon. Plus qu'un projet, c'est un héritage pour sa ville, qu'Arnaud Murgia, maire de Briançon, veut construire avec la rénovation de ce fort. C'est parti pour une balade dans la ville fortifiée. Briançon a toujours été un axe important parce que c'est le passage de la voie domitienne qui reliait l'Italie à l'Espagne du temps des Romains. C'était un parcours stratégique qui passait par les Alpes côtiennes. Le roi Cotius est un allié des Romains. Le trajet était beaucoup plus sûr que de prendre par la côte, par la Ligurie qui était mal soumise. Briançon est à la confluence de plusieurs vallées glaciaires, donc les espaces plats pour construire idéalement ne sont pas nombreux. On a vite fait de densifier le bâti au-delà du raisonnable, ou même quand on essaie de conquérir certains espaces, je pense notamment au Serpais, qui est d'ancienne moraine frontale, on voit bien que toutes les maisons qu'on essaye d'accrocher sur le flanc ont tendance à glisser, parce qu'une moraine frontale, ce n'est jamais stable. Briançon était construite autour de sa vieille ville, c'est-à-dire sur le verrou glaciaire, c'est un endroit qui est facilement fortifiable. L'inconvénient, c'est le manque d'eau. Il a fallu creuser un puits en vieille ville qui fait bien 40 mètres de profondeur. C'est pour ça que comme son eau devient tout de suite très calcaire, il a fallu aussi amener des canaux jusqu'aux fontaines, jusqu'aux 3 fontaines de la Gargouille, pour assurer au quotidien l'approvisionnement en eau. Vauban va très vite se retrouver confronté à un défi majeur. Construire des citadelles d'altitude. Car le Royaume de France doit faire face à un danger venu de l'autre côté des Alpes. Des États de Savoie. Le 26 juillet 1692, les armées du duc de Savoie passent le col de l'Arche et pénètrent en territoire français. Envoyé en urgence sur place, Vauban va en quelques années verrouiller ses accès alpins en édifiant des citadelles d'altitude. Au nord de Mont-Dauphin, à 1400 mètres d'altitude, les forts du Briançonnais se dressent au-dessus de la vallée de la Durance. Le fort des Têtes, construit quelques années après la mort de Vauban, fait partie du réseau de défense dessiné par l'architecte. Mais de là, c'est surtout la ville basse qui s'est développée dans les années 1880 avec l'arrivée de l'entreprise de la Chappe. Et par la suite, la ville s'est étoffée, à partir des années 50 aussi avec la révolution du ski. Il a fallu construire, là on a laissé tomber le glacis, on a construit effectivement devant le glacis de l'ancien fort, et petit à petit la ville s'est construite comme ça. Pourquoi on n'a pas construit autour des forts ? En fait, autour de la fortification principale, si, on l'a fait, autour de Briançon, mais on n'a pas construit autour du fort des Têtes parce que c'était de l'autre côté de la gorge. On n'y accède que par le pont d'Asfeld, qui n'est pas vraiment carrossable, ou par une petite route qui remonte de Font-Christiane. Donc, c'était pas gérable de développer un quartier de la ville de ce côté-là. C'était davantage faisable, davantage compréhensible de développer en direction de Saint-Chaffray et de ce qu'était la station de Serre-Chevalier. Il est collecteur celui-là.
Il y a un théâtre, on a du théâtre, de la danse, il y a une école de musique, il y a un conservatoire. Donc c'est vrai que les choses s'ouvrent de plus en plus. Mais ça, néanmoins, Briançon a toujours été intéressé par le théâtre et par l'histoire. D'autre part, nous perdons aussi régulièrement des habitants. Une première fois avec le départ du régiment de la Neige, le 15-9, ça c'était en 1992, on a fermé le régiment. Donc on a perdu immédiatement 2000 habitants, parce qu'il y avait le régiment plus les familles. Depuis, la démographie à Briançon s'était un peu redéveloppée. Et ces dernières années, il semble qu'à nouveau on perde des habitants. Donc on stagne plus ou moins vers 10 000, 11 000 habitants. Ce qu'il manque pour mettre en valeur le patrimoine militaire, parce qu'on a à peu près tout ce qui a pu se construire depuis le XVIe siècle, il y a des morceaux de la fin du XVIe siècle qui ne sont pas très connus, qui remontent à l'époque de Lesdiguières. Il manque par exemple un vrai musée de l'armement. On a au moins un collectionneur local, Patrick Lemaître, qui aurait une collection qui pourrait et qu'il voudrait trouver un emplacement pour l'exposer dans Briançon, mais je crois que sa collection est encore un peu chère. Du coup, ça ne s'est toujours pas fait. Pourtant, on a d'anciens bâtiments militaires à réaffecter et ce serait formidable d'avoir cette collection dans Briançon. Là, on aurait un pôle muséistique qui serait d'envergure au moins régionale. Le Fort des Têtes, il nous a été proposé par la municipalité, et donc c'est un lieu historique. Ça permettait de faire des scènes justement où il y avait du mouvement. J'ai monté par exemple Le Songe d'une nuit d'été et les comédiens arrivaient en vélo, ils étaient tous en vélo sur la scène et ça permettait des choses. On avait des chevaux aussi, il y avait toute une cavalerie et donc le lieu est vraiment intéressant pour faire des spectacles. Le seul inconvénient, c'est que le Fort des Têtes, c'est au confluent de plusieurs vallées. Ça fait qu'il y avait très souvent du vent, il faisait très froid, donc on avait on avait acheté 600 couvertures et on les passait aux spectateurs. Les spectateurs avaient une couverture. C'était un lieu tellement passionnant et tellement chargé d'histoire que ça ajoute à l'émotion qu'on peut avoir à regarder une pièce de théâtre. Il traverse la Provence, puis affronte les Alpes. Il entre dans les Hautes-Alpes pour atteindre Gap dans la soirée. Fils d'une famille corse d'Ajaccio, en un véritable mythe.
Le 7 avril 1927, c'est soirée de gala à l'Opéra de Paris. Le président de la République, Gaston Doumergue, est là. À ses côtés, les maréchaux Joffre et Foch. Sur l'écran, c'est la première d'une œuvre qui deviendra légendaire, Les 7 heures du Napoléon d'Abel Gance. C'est pas la France que je voulais voir grandir, ce sont ses idées. Son amour de la liberté. Son audace, sa jeunesse. Voilà ce que je voulais étendre à toute l'Europe. Le cinéma français. De grands noms viennent à nos lèvres. Alice Guy, Sacha Guitry, Agnès Varda, François Truffaut, Jacques Demy et tant d'autres. Mais un de ceux qui aurait pu terminer comme ses bobines de films, carbonisé, Abel Gance, et qui voulait marquer son époque par son imagination débordante, va marquer nos générations post-mortem. Pause. Tu te demandes sans doute quel est le lien entre Briançon et Napoléon. Eh bien c'est ce monsieur, Abel Gance. En 1926, il décide de réaliser Napoléon. Mais entre 1927 et 2025, il y a une trotte. On a donc déterré les 330 bobines de films, et dans ces 330 bobines, nous avions des images de Briançon d'époque, car il avait décidé de tourner son prologue là-bas. Mais avant d'admirer la beauté de la plus haute ville d'Europe, plongeons-nous dans le mythe Napoléon. Chaque adaptation de Napoléon a vu plusieurs facettes de l'histoire de l'homme. Qu'il soit simplement évoqué comme toile de fond dans Guerre et paix avec Audrey Hepburn, où nous suivons la vie d'aristocrates avant la tentative d'invasion de la Russie par les troupes napoléoniennes. Ou au centre de l'adaptation, comme dans Napoléon de Sacha Guitry en 1955, Austerlitz d'Abel Gance en 1960, ou Monsieur N d'Antoine Decaune en 2002, et tant d'autres. Celui qui sauve une nation ne viole aucune loi. La difficulté, c'est à la fois un homme avec ses forces et ses faiblesses, c'est aussi un héros national du point de vue français, et au-delà de la France même, il est devenu un mythe. Effectivement, il y en a qui disent qu'il a rejoint le panthéon des grands conquérants comme Alexandre le Grand ou Jules César, et qu'en cela, pour les uns, c'est un personnage fascinant. Et en même temps, ce qui intéresse d'autres, c'est l'homme derrière le mythe, avec justement les faiblesses, les défauts qu'il peut avoir aussi, et une vie personnelle assez chaotique. Regardez-vous. Je vous regarde. Vous faites erreur. Oh, je fais. Ridley Scott a pris certaines libertés d'ailleurs. Enfin, lui, il a fait l'effort de tourner en hiver. Ce qui n'était pas facile. Certains se sont permis de filmer Austerlitz en été. Même sur fond de champ de lavande, une fois, ça peut surprendre. C'est plus facile malgré tout de représenter l'intimité d'un grand homme que ses grandes réalisations lorsqu'il s'agit de conquête de l'Europe entière. Ce qu'on attend de voir désormais, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. Et souvent, c'est l'homme derrière le mythe. Pas forcément victimisé, mais déjà attachant. Et en même temps, on s'attache à montrer aussi que, déjà, chez le jeune adolescent, il y a le futur conquérant, le futur homme d'État. Les qualités sont déjà là, notamment cette capacité assez clivante à engendrer aussi bien l'amour que la haine à son égard. S'attacher à son enfance, c'est intéressant parce que c'est peut-être la période de sa vie la moins documentée. Donc là, on peut imaginer un peu ce qu'on veut. Du moment qu'on respecte la contextualisation du milieu matériel, on a peu de chances de se tromper. Du moins, personne n'ira vérifier. Et c'est forcément ressenti comme une trahison que de voir l'idée qu'en a quelqu'un d'autre. J'étais embarquée par les paysages qui me sont familiers. La place où a été tournée la bataille de boules de neige méconnue. Je l'ai redécouverte parce que je ne la connaissais bien sûr pas à cette époque-là. J'ai adoré les images de neige et ça m'a fait penser aux batailles de boules de neige quand j'étais enfant. Il a choisi le personnage de Napoléon en choisissant un jeune qui a énormément de mouvements dans le visage.
J'ai adoré ce non-verbal qui traverse tout le prologue que j'ai pu visionner, qui me donne énormément envie de continuer et de poursuivre le visionnage. C'est très théâtral, c'est très visuel, c'est très gestuel, il y a beaucoup de non-verbal. Ce que j'ai aimé dans l'extrait, le prologue d'Abel Gans, c'est l'idée de parler de l'enfance de Napoléon et de comment elle a construit ce mythe et comment il s'est construit sa personnalité, parce que je suis très attachée dans un film à la manière dont sont traités les personnages et comment on donne à voir la construction de leur identité. Gans choisit Briançon comme toile de fond pour l'enfance de son Napoléon. Brienne, la ville d'origine de l'enfance de Bonaparte, étant trop modifiée suite aux guerres et évolutions de la société. Briançon, en 1927, ne connaît pratiquement rien au cinéma. C'est une ville enclavée et voisine des Italiens, Allemands et Suisses. Le cinéma n'est donc pas le centre des priorités. La vie au champ et à l'usine prévaut. À l'arrivée de toute l'équipe de Gans, c'est une petite révolution pour la bourgade. Gans demande aux jeunes écoliers, s'ils le souhaitent, de participer au tournage. Quelle expérience de jouer à une bataille de boules de neige digne du premier combat de Napoléon. Mais comment un exploit pareil est-il possible à l'époque ? Si aujourd'hui, le changement climatique diminue fortement les chutes de neige, à l'époque, les mètres de neige tombants pouvaient paralyser complètement les habitants. La montagne, c'est un objet, c'est un espace naturel cinématographique, mais par excellence. C'est-à-dire qu'on a des grands espaces, on peut avoir vraiment une énorme profondeur de champ pour montrer plein de choses. Et aussi, à l'inverse, on peut créer vraiment des écrasements assez vertigineux, parce qu'on peut s'amuser avec des profondeurs de champ très faibles et ces aplats très très jolis. Et si la plus grande aventure, c'était de se sentir tout petit? Savez-vous réellement ce qu'est l'aventure? C'est bien plus qu'un simple voyage. C'est une immersion totale dans l'inconnu. Si aujourd'hui encore les conditions d'un tournage en montagne sont très complexes, celles de l'époque ont dû être rocambolesques. Là où ça devient un peu plus complexe avec la montagne, c'est que si par exemple on veut tourner des scènes hivernales, alors déjà actuellement ça rajoute une certaine complexité rien qu'au niveau de la lumière. Les jours ils raccourcissent et donc le soleil il est de plus en plus rasant au fur et à mesure de l'année. Il y a des cinéastes spécialisés dans le film de montagne, mais là encore c'est quand même beaucoup plus facile de tourner en été. Il n'y a qu'à voir la série Alex Hugo qui met en valeur le 05 et assez souvent Briançon. C'est vrai que tourner en hiver, c'est une logistique complexe, ça coûte beaucoup plus cher. Je pense que le problème de Briançon vient du fait que elle est enclavée entre trois vallées, c'est-à-dire que l'Est et l'Ouest qui ne sont pas bien situés. En hiver, si vous voulez un truc hivernal, c'est beaucoup plus compliqué parce que le soleil, en fait, il se lève tard et il se couche super tôt. Donc en gros, les possibilités pour avoir une belle lumière, elles sont minimes. Serge Chevalet, Briançon, c'est quand même des villes qui sont très connues, donc du coup, ça ramène beaucoup de monde. Donc gérer des tournages, surtout en période hivernale, c'est plus compliqué parce que ça veut dire que pour ces villes-là, c'est peut-être aussi un peu plus chiant à gérer. Si maintenant on remet en perspective ce qu'a fait Gans, c'est d'autant plus impressionnant parce qu'à l'époque il n'avait pas tout ça et puis le matériel était d'autant plus lourd, d'autant plus compliqué à mettre en place, à manœuvrer. Je pense qu'il était vraiment dans Briançon, donc peut-être que c'était un peu simplifié. Mais à mon avis, techniquement, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait non plus. Quelles sont les prérogatives d'un tournage en montagne? Une bonne organisation, je pense. Premièrement, une bonne organisation, un bon repérage, parce que c'est pareil, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, organiser son tournage, repérer les lieux, et ensuite prévoir l'équipe en conséquence. Par contre, l'hiver, il faut vraiment que tout soit cadré, parce que la moindre petite erreur peut se payer très cher. Est-ce que Briançon peut être une ville cinématographique? Je pense que oui, n'importe quelle ville peut l'être. Après, faut le bon réal, faut la bonne idée. Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin? Je faisais une randonnée nocturne. Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Tu te rends compte du risque que t'as pris, David?
Un môme était en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici? Il a vécu l'enfer. T'as encore faim? Tu crois qu'il a quel âge? Il m'a dit 15 ans. Il a traversé plein de pays, hein. Il l'a amené ce matin dans une association. Je suis sûr que ça va aller. Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un palace ici, regarde. Je veux surtout pas que tu perdes espoir, d'accord? Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Les flics, ils ont le droit de prendre des gens et de les balancer comme ça? Mais c'est des réfugiés politiques, tous ces gens. Ça les rend moins humains. Vous avez besoin de bénévoles comme nous. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à être solidaire. Montrer que la fraternité, c'est pas juste un mot. C'est pas s'engager, ça. C'est se mettre hors la loi. C'était où? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? On nous dit qu'on est des hors-la-loi parce qu'on vient apporter secours. Mais qui peut accepter ça? We want to help. Dans un monde civilisé, la solidarité ne devrait pas être un délit. Briançon, comme toile de fond de son prologue, aura apporté un nouveau regard sur le massif montagnard. Cependant, la ville est assez boudée par les cinéastes, et ce n'est que récemment, depuis 2014, qu'une série France 2, Alex Hugo, y a déposé ses valises. La montagne recèle pourtant bien des secrets et des paysages à couper le souffle aux spectateurs. Bonne chance, Guilla. On va basculer là, Guilla, accroche-toi. J'ai plus d'électricité ni d'eau. Putain, mais maman, c'est la honte. T'as tout foutu en l'air pour finir comme ça là. On the road, don't take any risks. Vous seriez pas la première à être tentée par un peu d'argent facile. Je les ai descendus à la gare, en bar. If they speak, we are dead. C'est sûr qu'Avignon a cet avantage d'être beaucoup plus proche de la Méditerranée, des lieux de villégiature, de vacances d'été. Briançon, ce n'est pas le cas. Les gens viennent faire de la randonnée, oui, mais sans doute pas aussi nombreux qu'ils vont se baigner sur la côte. Sinon, pour la mise en valeur du théâtre, c'est vrai que même l'éducation nationale, je pense à un professeur comme M. Natalizio, et également comme ma collègue d'allemand au lycée, Madame Michel, qui font énormément d'efforts pour mettre en valeur le théâtre et ses différentes approches, mais avec un retentissement essentiellement local. Ça s'adresse à un public d'élèves, quelquefois à leurs parents, mais ça reste local. Il n'y a pas encore cet écho régional, au moins sans parler du national. On a fait la campagne d'Égypte, on a fait tout un tas de choses comme ça. Et on disait aux spectateurs, il nous faudrait 4000 figurants, mais comme on les a pas, c'est vous qui ferez les figurants. Donc on parlait à la tribune. Et puis, il y a eu une scène qu'on a voulu filmer dans la ville. Là, c'est quand Napoléon s'est échappé de l'île d'Elbe et qu'il est remonté vers Paris. L'idée, ça a été de faire venir Napoléon dans la rue centrale de Briançon, sans prévenir les gens. Hein. C'était en période de vacances, donc il y avait beaucoup de monde. Et Napoléon était sur un triporteur, sur le plateau d'un triporteur, habillé en Napoléon, donc il saluait la foule. Et il s'est arrêté au milieu de la place centrale. Il a fait un discours aux gens qui étaient en vacances, qui étaient d'ailleurs comme les gens dans la remontée de Napoléon, étaient surpris de le voir arriver. Mais en fait, on avait tourné dans la rue sans demander aucune autorisation. Et on voit la police qui arrive et je me dis, oulala, on va avoir des problèmes. Et donc ils viennent me voir et me disent, Jean-Luc, tu veux qu'on t'aide, on va arrêter la circulation et tout ça. Et là, j'ai vu l'intérêt d'habiter dans une petite ville sympathique et la police nous a aussitôt aidés et nous a aidés à finir la fin du film. Comment faire pour attirer plus de monde et quel public? En été, là où la plupart des festivals peuvent avoir lieu, on a un public de sportifs, de randonneurs qui n'est pas forcément le même que le public friand de théâtre. Ça, c'est une chose. D'autre part, la ville, avec ses 11 000 habitants à peu près, ne peut pas attirer beaucoup de gens parce que Avignon est quand même plus grande, il y a beaucoup de choses à voir, il y a le Palais des Papes, bien sûr, tout le monde pense à cela, et surtout, il y a toute une nébuleuse de sites artistiques, culturels tout autour, sans parler même du tourisme balnéaire, que Briançon n'a pas. Briançon est seul. Devant les passants curieux, les techniciens s'activent.
Pendant que les musiciens répètent leurs partitions, tout est bientôt prêt pour un grand spectacle sous les remparts de la cité fortifiée de Briançon. Barbe Bleue fait son retour dans un cadre de rêve, une touche de magie supplémentaire pour un conte de légende. C'est un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on est en plein cœur de la cité médiévale. On sent comme une présence, quoi, hein. C'est un lieu qui est vivant, hein, qui est impliqué, on peut dire. On a un orchestre en live de 12 musiciens quand ils sont sur scène. On a des danseurs professionnels, des comédiens professionnels et des comédiens qui ont été formés au conservatoire de Briançon. Un spectacle XXL made in Briançon. Briançon, c'est une ville culturelle intéressante. Entre autres, au XVe siècle, il y a des mystères qui ont été écrits. On en a retrouvé plusieurs. Les mystères, c'est à l'origine du théâtre, d'ailleurs, en France. Après, il y a eu les Commedia dell'arte en Italie, etc. Mais il y avait une écriture, il y avait des écrivains dans le Briançonnais, parce que beaucoup de gens, l'hiver, ils étaient bloqués, et ils se cultivaient, et ils cultivaient les autres. Et entre autres, il y a eu le mystère de Saint-André, qui a été écrit dans la commune de Saint-André. Et donc, il était en provençal ancien. C'était une diablerie, c'était amusant. Et on l'a joué donc dans un des spectacles qui avait lieu justement dans le fort. C'était joué au fond des églises ou devant le porche de l'église. Puis c'est devenu de plus en plus païen et ça a été justement éloigné et ça a donné, après, ça a été plutôt des scénettes, des farces, etc. Et c'était joué plutôt dans les marchés, Les forts des Trois Têtes de Briançon, une fortification imaginée par Vauban et construite en 1721, il y a tout juste 300 ans. Europa Nostra l'a ensuite ajouté sur la liste de 7 Most Endangered, ce qui reprend les 7 monuments historiques le plus en danger en Europe. Malgré l'entretien important et constant apporté par l'armée française, ce véritable chef-d'œuvre architectural tombe en ruine au fil du temps. Au final, son plus grand danger, malgré tout le génie qu'il représente, c'est qu'il ne puisse plus servir aux générations futures, ou encore pire, qu'il retombe à l'état géologique. Il y a un projet qui tient la route, on peut le trouver avec des aides européennes, mais pour faire quoi? On ne peut pas créer un hôtel de luxe dans le Fort des Têtes, par exemple, parce que ce serait trahir le bâtiment, il y aurait une levée de boucliers à peu près partout, et pas qu'à Briançon, mais vu l'ampleur de l'emprise militaire, on voit difficilement qu'on puisse réaffecter l'utilisation de ces bâtiments autrement que dans une perspective touristique, faire une partie d'hébergement, mais là aussi, il faudra sans doute trahir en même temps qu'on restaure. Et pour l'instant, l'idée n'a pas encore fait son chemin. Tant que les bâtiments ne seront pas franchement à moitié ruinés, beaucoup de gens n'accepteront pas qu'on puisse les sauver à tout prix, même au prix de leur esprit d'origine, pour en faire autre chose. À 1400 mètres d'altitude, le fort des Trois Têtes est l'emblème de Briançon. Vous êtes face à ce qu'on appelle le front de tête. C'est vraiment vaste. 36 000 mètres carrés classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet édifice Vauban du XVIIIe siècle vient d'être choisi. Il sera village olympique pour les JO d'hiver en 2030, organisés dans les Alpes. Désaffecté pour le moment, ce fort militaire accueillera près d'1 millier d'athlètes. Ils participeront aux épreuves de ski acrobatique et de snowboard. Un chantier colossal. Le futur village olympique de Briançon fait débat. Il devrait malgré tout être livré en 2029. Merci de m'avoir écouté et vain Dieu, venez tourner dans nos montagnes.